Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Difficile de reprendre le cours des choses après ce que nous avons vécu ce week-end. Une tragédie, un électrochoc, un traumatisme, une fierté aussi de la mobilisation de tout un peuple uni ensemble. Mais les lendemains ont quelquefois des goûts amers. En particulier ceux de la couverture médiatique de certains médias, informés à tout prix, coûte que coûte, même en bafouant le b.a.-ba du métier de journalisme, la déontologie, la course au nombre de vues, publier vite et le premier, quelquefois sans prendre le temps de vérifier. Cette course, où nous mènera-t-elle ? Un confrère, Mohamed Douyeb, a écrit hier « Arrêtons de creuser notre tombe médiatique ». La veille, le Conseil national de la presse avait tiré la sonnette d'alarme sur les dérives de certains journalistes qui n'ont pas hésité à publier des photos chocs, des fakes, pour avoir un maximum de vues. En sommes-nous arrivés à commercialiser l'info sans nous préoccuper de notre crédibilité ? Parce que oui, il va falloir nous remettre tous en cause, mais le phénomène n'est pas que chez nous, il est planétaire. Il y a déjà 2 ans, en France, Cyril Franck, directeur de l'ESJ Pro Média Paris, centre de formation pour les journalistes, publiait une tribune intitulée « Accélération de l'information, course à l'audience, comment l'infobésité nous a intoxiqués ». Il est également le fondateur de Mediaculture.fr. Bonjour Cyril. Bonjour Fathia. Ravi d'être parmi vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui, mais il s'accélère. Et c'est ce qui est le plus inquiétant. Est-ce que nous allons droit dans le mur ? Oui, c'est très inquiétant et c'est surtout récurrent. Je veux dire, c'est pas nouveau, mais ça s'accentue. Moi, je me rappelle évidemment, comme beaucoup de gens de ma génération, de cette fameuse Omaira Sanchez en 85, cette petite fille colombienne qui avait été filmée par les caméras. Qui me rappelle un peu votre Ryan à vous. C'était le début des chaînes d'information en continu. C'était le début de ce traitement vraiment brûlant de l'actualité. Aujourd'hui, on rajoute à cela, bien sûr, l'accentuation du nombre de chaînes qui couvrent l'actualité en temps réel, mais aussi, bien sûr, les réseaux sociaux qui font une espèce de caisse de résonance médiatique de tous ces événements émotionnels, parce qu'il s'agit bien de ça, au-delà bien sûr du drame de ces 2 enfants et du caractère tragique de cette histoire, il y a aussi l'exploitation émotionnelle de ces chaînes de télévision, de ces réseaux sociaux, et aussi des individus à titre personnel, l'exploitation émotionnelle parce que on veut avoir dans un cas des revenus publicitaires et dans l'autre cas de l'attention de ses compatriotes. Donc cette course à l'échalote émotionnelle est véritablement délétère parce qu'elle nous déconnecte de problèmes plus généraux et aussi elle crée ce qu'on appelle la contagion affective qui nous empêche aussi de raisonner, de réfléchir, de poser les choses et aussi en l'occurrence d'avoir un minimum de déontologie. On a pu voir dans votre histoire, comme dans celle de Mayra Sanchez, une exploitation parfois très peu, je crois, assez peu en tout cas, respectueuse de la dignité humaine. Donc voilà, toutes ces questions, elles s'accélèrent avec les technologies, avec les usages et avec les raisons, les motifs économiques. Il ne faut pas les perdre de vue non plus. C'est difficile aussi de trouver presque le juste milieu. Je me fais un peu l'avocat de tout ça, mais on se dit aussi que grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, un événement local, régional, national devient un événement mondial. Oui, alors ce qui est bien, il faut effectivement faire la part des choses. Le côté positif de cette histoire, c'est la formidable mobilisation finalement. Et pour une fois, je dirais, la contagion émotionnelle est plutôt positive. Elle se fait dans le bon sens sur des bonnes valeurs qui sont quand même de sauver un enfant. Et là-dessus, il y a pas de c'est plutôt, il faut s'en féliciter. Ce qui est dommageable, ce qui est vraiment pervers, c'est l'exploitation de l'image pour l'image. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser la question de quelles images on montre, de quelle manière, pour quel effet. Quand il s'agit je veux dire, un certain nombre d'images auraient pu ne pas être montrées. Elles n'auraient pas dû être montrées même. Et quelques-unes qui étaient des fakes, quand même. Et en plus de ça, se rajoute bien entendu, ça c'est la deuxième effet qui se coule de ces générations qui est la nôtre,
c'est effectivement la profusion en plus maintenant des fausses nouvelles qui se diffusent via les réseaux sociaux et via les individus en particulier. Donc ça rajoute une difficulté en plus par rapport à l'époque de 1985 qui n'est absolument pas comparable en termes d'intensité et de gravité finalement parce que oui, bien sûr, il y a tous ceux qui ont voulu se mobiliser positivement, puis il y a ceux qui parlent de complot, d'orchestration, voilà, toutes les tentatives pour finalement créer de la confusion et abîmer la cohésion sociale, la cohésion des personnes, des sociétés. Donc ça, on le retrouve effectivement dans tous les pays. Je viens de vraiment, à l'instant presque, de publier une étude sur Edelman, le baromètre Edelman de confiance mondiale qui étudie 28 pays et plusieurs dizaines de milliers de personnes. La confusion, elle est globale, elle est partout pareil. Et effectivement, mon analyse, elle est comme la vôtre. Je pense que on a affaire à une accentuation des problèmes liés à la diffusion planétaire, simultanée, sans recul, sur tous les supports, tout le temps. Voilà. Voilà, c'est que la concurrence, comme vous le dites d'ailleurs, la concurrence sur l'information qui a pris une ampleur absolument inédite. Et les réseaux sociaux sont devenus des vecteurs d'information, on le sait depuis plusieurs années maintenant, mais on ne va plus chercher l'info. C'est l'info qui nous trouve. Ah oui, il y a ça, et il y a aussi le fait qu'on va chercher l'information qu'on recherche déjà. Il y a les deux. Il y a effectivement les réseaux sociaux qui nous proposent de l'information via les algorithmes, et les algorithmes eux-mêmes qui fonctionnent sur un système de récompense à l'émotionnel, avec plus c'est tragique, plus c'est émotionnel, plus les gens cliquent, parce que ça s'explique d'ailleurs de façon assez lointaine, hein, ça vient de notre héritage, presque on s'inquiète toujours de ce qui se passe autour de nous, parce que en tant qu'ancien Homo sapiens, il fallait éviter la moindre discorde dans une tribu pour éviter de générer des conflits qui pouvaient nous excommunier ou nous sortir du groupe. Donc voilà, on est toujours très inquiet de très loin des émotions des autres, de la colère, de ce qui se passe. Et tout ça crée, bien sûr, de façon presque inconsciente chez les gens, un appel au clic. Les plateformes ont très bien compris ça. Elles exploitent ça très bien avec des algorithmes qui favorisent les contenus à charge émotionnelle positive ou négative, et souvent d'ailleurs négative, et ça crée une économie de l'attention qui détourne une grande partie de l'attention, la majeure partie de l'attention sur ces contagions émotionnelles. Et ça, c'est pas du tout positif parce que c'est un déséquilibre du traitement de l'information. L'information, c'est complexe. Il y a plein de choses. Les lignes éditoriales sont complètement brouillées par ces plateformes-là. Et donc ça, c'est une vraie réalité. Et à côté de ça, il y a aussi le fait qu'on va chercher de plus en plus aussi ce qui conforte nos propres opinions préalables. Et c'est aussi le problème de la recherche par mots-clés. Quand on va sur une recherche par mots-clés, on peut très bien conforter ce qu'on pense déjà au préalable. C'est le mécanisme des théories du complot. Si on veut trouver quelqu'un qui a raison, qui pense la même chose que nous, on trouve toujours. Et on vient conforter finalement par des sources qui sont plus ou moins fiables d'ailleurs, ce qu'on pense au préalable. Donc les deux aspects sont cohérents. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une véritable fragmentation des sociétés humaines et que chacun se replie vers ses pairs, vers ses proches, vers ceux qui lui ressemblent. Et cette explosion de la cohésion sociale, en l'occurrence, dans votre cas, on va dire que pour une fois, peut-être c'est un moment justement de concorde et d'adhésion commune à un drame collectif. La question, c'est qu'est-ce qui ressort de cela, qu'est-ce qui se construit une fois la charge émotionnelle qui est descendue. Sans doute pas grand-chose. Je dis sans doute, et j'espère que c'est pas le cas, mais on a vu précédemment que voilà, une polémique chasse l'autre, un drame chasse l'autre, et on continue comme ça, de fil en aiguille, à vivre finalement une société d'émotionnels qui ne se pose pas les questions de pourquoi, comment on en arrive à cela, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Et c'est ce que moi j'appelle, il faut aller vers davantage de journalisme constructif, de journalisme de solution, qui va au-delà du traitement de l'information dramatique, mais cherche aussi à imaginer quelle société on peut proposer qui soit plus satisfaisante. C'est quoi l'infobésité ? L'infobésité, c'est l'excès d'information tout le temps, en permanence, sans recul, par tous les canaux. Le smartphone, aujourd'hui, a rajouté une couche d'infobésité, puisque on est connecté maintenant
pas 24 heures sur 24, mais enfin, notre temps de Presque, sommeil se presque. réduit aussi. On a vu qu'on a perdu pratiquement, à l'échelle mondiale, 1 heure de sommeil en raison de cet usage du smartphone. On le dit au réveil, on se couche de plus en plus tard en le regardant. Donc, on est connecté en permanence à ces informations. Se rajoute à cela, bien sûr, les plateformes sociales et notamment celles qui va le plus vite, Twitter, qui rajoute une accélération considérable par rapport aux chaînes d'information continue. On rappelle que Twitter, ce n'est pas de l'information, ce sont des alertes de ce qui pourrait être de l'information, et tant qu'elle n'est pas vérifiée, ce n'est pas de l'information. Mais on voit bien que les chaînes d'information continue sont branchées en permanence dessus. Les journalistes, les jeunes Les sites journalistes, souvent, digitaux. les équipes digitales sont complètement soumises à ce rythme-là. Et le but du jeu, c'est d'être le plus réactif pour être le premier, pour récupérer de l'audience, etc. Donc, on est vraiment sur une tendance qui est quand même assez négative. Alors, ceci dit, en France pour le moins, et non, je dirais même à l'échelle mondiale, puisque c'est une étude également du Pew Research Center qui l'a montré déjà depuis plusieurs années, les business models se déplacent, les modèles d'affaires de la presse se déplacent vers l'abonnement. Majoritairement aujourd'hui de l'abonnement qui vient changer un peu la donne, puisque aujourd'hui l'audience, pour les journaux en tout cas, et pour les sites payants. Ah non, mais tout à fait, parce que justement, alors ça, vous touchez, là vous abordez un volet des plus importants, presque le centre de tout, c'est le volet économique. Aujourd'hui, les annonceurs sont beaucoup plus intéressés par la pub sur le digital et vont aller chercher les personnes ou les supports qui ont le plus grand nombre de vues, de fans, de likes, de followers. Oui, sur ce modèle économique, oui. Il y a bien sûr, c'est d'ailleurs le problème des chaînes d'infos en continu, qui fonctionnent sur un modèle d'audience. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment quelque chose à faire. Pour moi, la première chose à faire, c'est d'abord de la régulation. Donc, de la régulation et l'attribution des fréquences, en tout cas pour la France, est soumise au respect d'un certain nombre de règles, notamment de respect de la dignité humaine, de respect déontologique, mais aussi de la cohésion sociale, etc. Donc, un certain nombre de règles aujourd'hui ne sont plus respectées par un certain nombre de chaînes de télé en continu. Et donc là, la régulation, c'est la première chose à faire. À côté de ces modèles d'audience qui ont toujours existé, qui se perpétuent, donc on a un risque. Mais dans ce modèle économique, on se dit que c'est presque normal finalement que tout le monde tente de trouver sa place. Tout est aujourd'hui sur le digital. Les sites d'information digitaux se multiplient les uns après les autres. Les journalistes communiquent également sur le digital. Vous parliez d'alerte tout à l'heure. Les lanceurs d'alerte sont devenus aujourd'hui également des informateurs. Et c'est là où le bât blesse. On se dit pour le citoyen lambda qui cherche l'information, comment faire la part des choses ? Alors là, on touche à la problématique de l'éducation en général, de l'éducation à l'information, de l'éducation tout court, puisque avoir un esprit critique, ce n'est pas avoir un esprit de la critique, je dis souvent. Et malheureusement, les réseaux sociaux accentuent l'esprit de la critique, la seconde, et pas assez la première. Comment se développe l'esprit critique ? C'est tout l'objet de l'instruction, c'est tout l'objet de l'école. C'est ce à quoi il faudrait sans doute rajouter, et c'est mon point de vue, de l'éducation aux médias. Parce que, au-delà de la capacité à raisonner, à faire la part des choses d'un point de vue purement logique, il faut aussi bien comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre dans les médias. Et donc, décrypter un petit peu ce qui se produit et qu'on n'est pas forcément, pour lequel on n'est pas forcément informé. Les algorithmes, les choix qui sont faits avec les mauvaises pratiques de design par les plateformes. Tout ça, c'est des choses qu'il faut expliquer, enseigner à la population, aux enfants, leur expliquer aussi que toutes les images n'ont pas la même valeur, qu'il y a des traitements de l'information qui impliquent un jugement caché, masqué, parfois indirect, avec des jugements de valeur qui ne sont pas évidents. Enfin, tout ça, ça s'enseigne. D'ailleurs, j'ai pu le faire moi-même dans différents collèges. Et bien sûr, renforcer aussi les fondamentaux de l'enseignement, c'est-à-dire vraiment la capacité critique à prendre du recul par rapport aux informations et à prendre du recul aussi par rapport aux outils, peut-être enseigner aussi les bonnes pratiques d'hygiène, d'information, se déconnecter régulièrement, vérifier plusieurs sources à la fois sur une même information, prendre le temps de tout lire avant de partager. Ce genre de choses,
c'est des bonnes pratiques et ça s'enseigne et ça se transmet. Oui, mais comment? Bien sûr. Concrètement, comment vous parlez d'éducation? Ce sera très très long alors que la machine de l'autre côté va très 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 vite. Est-ce que vous pensez par exemple que ça va empirer ou est-ce que nous allons être plus regardants, plus vigilants, c'est-à-dire nous appuyer de plus en plus face à toutes ces fake news? Est-ce qu'on va de plus en plus s'appuyer sur les médias fiables? Parce qu'il y a de nombreux médias qui restent de qualité, de vrais qui font preuve d'un véritable professionnalisme, qui font attention, qui vérifient l'information. Mais là où le bas blesse, encore une fois, ce qui est très très difficile, c'est que l'information circule tellement vite que pour nous journalistes, ça nous prend encore 2 à 3 fois plus de temps de vérifier toutes ces fake news. Alors, première chose, je pense que la première chose, c'est oui, je suis pas négatif parce que je sens qu'il y a une prise de conscience justement récente, toute récente. Et moi qui alerte sur ces questions depuis, allez, on va dire 5 ans au moins, voire plus, je constate qu'il y a quand même un mieux. Pourquoi je suis un peu plus positif, c'est parce que là, je vois par exemple le projet de loi qui est en discussion sur le DSA, donc Digital Service Act, qui prévoit de responsabiliser davantage les plateformes. Alors même si c'est compliqué, c'est pas facile, il y a quand même une demande de prise en charge. Vous avez vu la réaction de Facebook hier, qui a menacé de ne plus diffuser en Europe si on continuait sur ce voie parce que ça obère son modèle économique. Eh bien, je dis tant mieux. Voilà, ça prouve bien qu'on a touché là où il fallait toucher et que la régulation à l'échelle européenne et probablement à d'autres échelles, puisque les Américains vont probablement s'inspirer si ça fonctionne de ce genre de choses, peut-être être très efficace. Il faut que la régulation opère aussi sur les médias audiovisuels. C'est vraiment ce que je viens de publier à l'instant. C'était ma conclusion. Il faut véritablement aller beaucoup plus fort, être beaucoup plus sévère, tout en, bien sûr, veillant à respecter la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, elle a son pendant qui est la responsabilité sociétale. Et je trouve qu'à plein d'égards, cette responsabilité n'est pas tenue quand on voit des chaînes de télévision qui, de façon, chez nous en tout cas, véritablement très exagérée, promeuvent un candidat, une figure parmi d'autres ou des thématiques récurrentes, y compris sur des émissions de divertissement, pour ne pas citer Hanouna, qui, de façon très insidieuse, promeut des personnalités d'extrême droite. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites d'un point de vue régulation. Le problème est complexe, il faut le prendre par tous ses côtés, éducationnel, économique, mais aussi régulation juridique, pour pouvoir avoir une petite chance de progresser. Mais il y a quand même une prise de conscience d'une partie de la population, en tout cas, sur ces thématiques-là. Je ne sais pas si on aura répondu à toutes les questions que se posent nos auditeurs, mais si vous avez envie d'en poser d'autres, n'hésitez pas. En tout cas, on aura adressé un peu la situation de ce qui se passe aujourd'hui, quels que soient les événements, encore plus, comme vous le disiez à très juste titre au début de cette intervention, l'émotionnel vendu à tout prix. Avec nous, Cyril Franck, directeur de l'ESJ Pro Paris, Média Paris, centre de formation pour les journalistes et les communicants. Il est également le fondateur de mediaculture.fr. Merci beaucoup. Merci à vous, Fatia. Très bonne continuation. Au revoir. Vivre avec vous.